Donc bienvenue sur cette troisième table ronde des rendez-vous de Roam 2021. Et nous allons parler de sociétal et social. Et les assureurs, oui, nous pouvons changer la société. Donc nous sommes dans cette journée de travail des rendez-vous de Roam sur le sujet de est-ce que l'assurance et le développement durable, est-ce que le développement durable est consubstantiel à l'assurance. Nous avons une première table ronde sur le sujet. De quoi parle-t-on, développement durable et assurance. Une deuxième table ronde sur le sens à donner à l'action économique. Et donc cette troisième table ronde sur le sujet de l'impact sur les sociétés. Et effectivement, est-ce que nous pouvons changer la société. Nous aurons trois parties dans cette table ronde. Nous parlerons d'exemples concrets. Nous citerons des actions que les assureurs ou les non-assureurs, puisque nous avons une invitée qui n'est pas du monde de l'assurance, ont sur la société. Ensuite, nous parlerons de la question de l'entreprise à mission. Est-ce que la RSE passe par l'entreprise à mission? Et nous terminerons par le sujet de la mesure de l'impact des actions que nous avons. Et entre autres, nous parlerons du Global Compact. Pour cette table ronde, nous avons donc trois invités et nous avons d'abord Fabienne Graal, qui est donc directrice RSE du groupe Saint-Gobain. Bonjour. Et bonjour, merci. Et qui est aussi trésorière du Global Compact. Et je précise que André Renaudin, le président de Roam, est aussi président du Global Compact. Et je crois que Roam, d'ailleurs, oui, Roam, est adhérente du Global Compact. Nous avons ensuite Laurent Desbrés, qui est donc présent, membre Roam, président de CFDP, mais surtout présent comme président d'entrepreneurs de la Cité. Et qui nous parlera de micro-assurance, et Denis Teder, qui est le Chief Mission Bonjour. Officer de Wacam, donc anciennement La Parisienne. Et Wacam est une des premières entreprises d'assurance à être devenue entreprise à mission, et nous allons en parler tous les trois. Avec plaisir. Donc pour commencer, nous allons avoir certaines interviews. Nous allons avoir une petite interview de Sabine Delalin qui va nous parler de ses clients et de la vision qu'elle a dans son rôle de directrice générale de Mutuelle Saint-Christophe et de ce que fait la Mutuelle Saint-Christophe pour la société. Alors, nos clients, ce sont les associations. Ça fait 60 ans à la Mutuelle que nous assurons les associations. Donc, loi 1901. Donc, à l'origine cultuelle, aujourd'hui, c'est aussi donc, toute l'économie sociale et solidaire. Et c'est vrai que ces clients, ils ont quelque chose d'exceptionnel, c'est que ce sont des capteurs de société. Les associations, ils sont sur le terrain, dans les territoires, ils nous apprennent des choses. Donc avec eux, on a consolidé notre raison d'être, qui est en fait quiconque agit pour développer le bien commun a besoin d'être soutenu dans sa mission. Et nous, avec le conseil d'administration, on s'est dit que notre mission, c'est de les protéger, de les accompagner et de les soutenir, tous ceux qui agissent de façon solidaire et responsable. Bien, donc effectivement, une mission qui apparaît naturelle compte tenu des clients que la Mutuelle Saint-Christophe a. Je me tourne, avant de parler d'entrepreneur de la Cité, vers Laurent. En tant qu'adhérent Roam, peut-être un commentaire sur ce qui vient d'être dit par Sabine ? Oui, alors un petit commentaire rapide sur effectivement Sabine nous disait nos clients sont des capteurs de société. Nous rencontrons en fait nous avons une même réflexion au sein de la compagnie qui est spécialisée en protection juridique, qui est de pouvoir essayer de les impliquer davantage encore dans toutes les démarches d'accès au droit. Nous avons naturellement, comme dans nos métiers, des taxes, évidemment, qui viennent régler un certain nombre de problèmes, mais on ne règle pas tout avec des taxes. Je parle par exemple de la taxe d'aide de financement de l'aide juridictionnelle. Après, ce sont des réflexions et des constructions en commun que nous faisons avec nos clients, avec nos intermédiaires, pour pouvoir apporter et coller peut-être aussi un peu plus davantage, notamment, on en reparlera tout à l'heure, à l'ODD 17, me semble-t-il, de l'accès au droit. Voilà, donc ce sont effectivement des valeurs qui nous parlent complètement. Très bien, ça commence bien puisqu'on parle déjà de la fin, c'est parfait. Merci Laurent. Sur Entrepreneur de la Cité, donc vous êtes président d'Entrepreneur de la Cité, c'est une initiative très intéressante. Est-ce que vous pouvez nous la décrire et quel impact ça a ? Alors, Entrepreneur de la Cité est une fondation reconnue d'utilité publique. Nous sommes au carrefour de l'accompagnement social, de la création d'entreprises et de l'assurance. La vocation de Entrepreneur de la Cité a été de deux objectifs. Aider à la création de son propre emploi, notamment des personnes éloignées de l'emploi, dans la catégorie INSEE, donc personnes précaires, personnes chômeurs de longue durée, personnes handicapées. Et deuxième objectif, c'était de pouvoir pérenniser les micro-entreprises. Donc, c'est une idée qui paraît toute simple,
et qu'il est d'ailleurs, et qui colle, on veut dire, au mouvement qui avait été initié par le prix Nobel de la paix hein, il y a quelques années, Mohamed Younous, lorsqu'il avait développé le microcrédit. Et avec un certain nombre d'assureurs, en 2006, nous nous sommes dit que nous pouvions construire une communauté autour de cet enjeu. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons réuni sous forme de fondation. Ce n'est pas un projet partisan. Il n'y a pas véritablement d'enjeu pour chaque société de communication. Et les 6 sociétés d'assurance et la Caisse des dépôts sont réunies. 6 sociétés d'assurance, dont AG2R La Mondiale, qui était présente ici. La Banque Postale, la CNP, Matmut, April, CFDP. Et l'objectif, encore une fois, a été de pouvoir apporter des réponses quand on observait qu'il y avait des trous dans la raquette, même lorsque la solidarité s'exprimait, lorsqu'il y avait des offres assez larges de la part des mutuelles. Il fallait accompagner et pouvoir apporter des solutions plus légères, on va dire. C'est pour ça qu'on a appelé d'ailleurs la trousse de première assurance. Et on a pu, depuis 2006-2007, accueillir plus de 24 000 micro-entrepreneurs et assurer plus de 8 000 entrepreneurs. L'objectif, encore une fois, je le répète, c'est d'aider aussi à la création d'emplois, c'est de créer de la richesse dans les territoires, et notamment d'ailleurs dans tous les territoires, puisque plus de 90% de nos micro-entrepreneurs sont hors Île-de-France. D'accord, merci. Et en termes assurantiels, peut-être, est-ce que ça, juste pour tous les assureurs qui nous écoutent, en termes de ratio, est-ce qu'on est sur des ratios de sinistralité? Alors, sur de très bons ratios de sinistralité, il faut expliquer peut-être ce qu'est la microassurance. La microassurance, ce n'est pas un produit du marché. Hein, c'est pas un produit d'auto-entrepreneur. C'est un produit qui bénéficie de l'apport d'un certain nombre de mécènes qui viennent faire du mécénat financier ou du mécénat de compétences et qui permettent d'alléger justement la charge de gestion et qui permettent de ne pas faire supporter l'assuré ces charges de gestion. On retrouve d'ailleurs des garanties essentielles comme la responsabilité civile professionnelle, la multirisque professionnelle, la santé, la prévoyance, même la décennale et la protection juridique. D'accord, merci. D'ailleurs, dans votre rapport annuel 2020, vous citez de la microassurance à l'assurance inclusive. Donc c'est une transition pour Denis, puisque vous parlez beaucoup d'assurance inclusive chez Wacam. Donc peut-être un mot là-dessus, sur ce fait que c'est important pour les assureurs, comme un assureur comme vous. Oui, absolument. C'est un projet que nous avons démarré il y a maintenant 2 ans à l'initiative d'Olivier Jaillon, notre CEO. Notre volonté, c'était de construire des produits d'assurance, entre guillemets, alternatifs, différents, qui portent des valeurs qui ne soient pas celles qui sont attachées à nos produits habituellement. Je vais vous donner quelques exemples. Donc, on fonctionne avec cette gamme de produits à marge zéro. C'est un parti pris. Donc, marge zéro, ça veut dire qu'on a juste positionné nos frais généraux comme paramètres techniques. Ce sont des produits où la documentation juridique est rédigée en langage clair. Ça veut dire que là aussi, on veut... Et oui, c'est quelque chose de très important dans l'assurance. Donc, on veut que la compréhension par le bénéficiaire soit la plus simple et accessible possible. Et puis, l'idée aussi autour de ces produits-là, c'est de couvrir des angles morts. C'est-à-dire que ce sont des produits à destination des populations en situation de fragilité. Et ce projet-là, vraiment, il a embarqué l'entreprise et les collaborateurs. Dont les collaborateurs sont absolument fiers qu'on ait pu mettre sur le marché ce produit. Et d'ailleurs, c'est devenu un de nos engagements en tant que société à mission. Ah, très intéressant. Donc, donc l'idée qu'on en a, l'objectif qu'on en a, c'est pas juste d'en faire de manière homéopathique un petit peu. L'idée, c'est d'en faire beaucoup pour avoir réellement un impact. Donc, on s'est fixé comme ambition à 3 ans que ça représente 3% de notre chiffre d'affaires, ce qui est beaucoup compte tenu de la valeur unitaire de ces primes. Donc, peut-être un exemple de ces garanties. Donc, on a un package d'une dizaine de garanties, donc on fait vivre pour toujours s'adapter aux besoins des gens qu'on veut servir. Par exemple, donc encore une fois, ces produits, ils n'ont pas vocation à remplacer les grands produits d'assurance que sont la multirisque habitation ou les produits auto. On couvre des angles morts. Donc, par exemple, on a un sinistre habitation et puis on est en situation un peu délicate et la franchise reste à charge. Donc, nous, on va venir couvrir cet angle mort. D'accord. Voilà, un exemple parmi d'autres. D'accord. Et pour étayer aussi notre ambition et notre volonté d'en faire beaucoup, on a nommé une personne au sein de l'organisation, un Head of Inclusive Insurance, qui est en charge de déployer notre solution et donc d'aller voir les entreprises, d'aller voir
parce qu'on veut le diffuser auprès des entreprises, d'aller les solliciter en leur disant on est dans une forme d'innovation sociale et en sortie de crise, c'est important d'avoir ce genre d'approche. Donc, venez regarder comment ça fonctionne et vous verrez que c'est très utile. Super, donc ça fait deux beaux exemples de l'assurance qui change la société. Et peut-être pour dire aussi, c'est que nous échangeons aussi avec les entrepreneurs de la cité et on essaye de nouer des partenariats parce que plus on est assemblés, plus on est fort. Bien sûr, oui, il y a une notion d'être en commun, pas un projet partisan. Si je pouvais juste me permettre petite réaction tout petit mot. Oui, c'est important ce que disait quand Denis parlait de couvrir les angles morts. Nous, on parle de couvrir aussi et de répondre aux questions non résolues, notamment les trous dans la raquette qu'il peut y avoir dans l'assurance. 26% des micro-entrepreneurs que nous assurons déclarent qu'ils ne se seraient pas assurés sans la micro-assurance. Voilà, c'est un point, je crois, important. Et deuxième point, ça ne peut fonctionner aussi en matière de création d'entreprise, d'aide à la création d'entreprise, quand les réseaux d'aide à la création d'entreprise sont à nos côtés et sont eux d'ailleurs les vecteurs aujourd'hui de cette proposition de micro-assurance. Donc il y a un vrai écosystème à construire. D'accord, merci. Je me tourne vers Fabienne. Vous êtes donc chez Saint-Gobain, donc l'assurance, c'est pas votre domaine. C'est pas mon métier. C'est pas votre domaine. Mais en revanche, la RSE est chez Saint-Gobain extrêmement importante. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi? Est-ce que, en quelques mots, effectivement, pourquoi la RSE est aussi importante selon vous? En fait, nous avons conçu la RSE comme intégrée à la stratégie et aux opérations. Donc, ce n'est pas quelque chose d'à part, d'à côté, qu'il faut faire avant ou après. C'est quelque chose qui est réellement intégré dans l'ensemble de nos décisions. Et donc, on est un groupe international, peut-être un peu différent, effectivement, des assureurs, puisque, pour vous rappeler au cas où vous nous connaîtriez mal, mais on conçoit, on produit et on distribue des matériaux, pas seulement pour le marché de la construction, mais aussi pour les marchés de la mobilité, de la santé et d'autres applications industrielles. Et nous sommes présents dans 70 pays dans le monde. Donc, si je prends le marché de la construction, c'est un marché qui reste très local. Donc, notre impact et notre stratégie locale et le déploiement à la fois de nos actions et de nos produits doit être adapté à la situation locale. Et quand on parle d'habitat, on va parler même de culture, notamment dans les modes de construction, mais aussi dans les modes d'habitation, donc allant jusqu'à l'individu qui habite un territoire. Donc c'est vrai que ça ne peut pas être quelque chose qui est décidé de Paris, ça ne peut pas être quelque chose qui est décidé après qu'on ait pris toutes les autres décisions. Donc on est forcément obligé de créer un lien entre les sujets de RSE, c'est-à-dire globalement les enjeux environnementaux, sociaux et sociétaux, si je veux les résumer comme ça, et l'ensemble des opérations. Et donc nous, on a créé maintenant, il y a quelques années, une feuille de route autour de 6 enjeux, qu'on a classé 3 enjeux qui servent à la contribution au bien commun, et qui vont être la lutte contre le changement climatique, l'économie circulaire et la croissance inclusive. Et puis on va avoir 3 enjeux qui vont être plus liés à la confiance et la création de la confiance avec nos parties prenantes. Et là, on va voir la santé-sécurité sur l'ensemble de la chaîne de valeur, l'engagement des collaborateurs et la diversité, et l'éthique des affaires. Et donc, avec l'ensemble de ces enjeux, finalement, on guide et on contribue localement au déploiement de programmes qui sont des programmes extrêmement opérationnels, mais qui nous permettent ensuite d'avoir un impact local. D'accord. Et justement, global. Quand nous préparions, vous me donniez un exemple d'une action assez remarquable, j'ai trouvé sur Laquelle? C'est vrai, vous en avez 50 000, mais je crois que c'était sur le Caire, justement. Sur notre programme qui va rejoindre notre programme de prévention sociale. Donc, c'est un programme qu'on a lancé en fin 2019 et qui sera complètement déployé pour 100% de nos collaborateurs, donc environ 170 000 personnes dans le monde. C'est un programme qui va permettre de garantir à chacun de nos collaborateurs l'accès aux frais de santé pour une partie, notamment les congés de maternité et le financement des congés de maternité, et puis un programme de prévention en cas de décès, avec un capital qui sera donné à la famille. Donc c'est vrai que ce programme, on en est très fiers, parce que d'abord, il est déployé sur 100% de nos collaborateurs, c'est-à-dire que chaque collaborateur dans le monde aura exactement ces garanties minimum
qui peut-être de Paris paraissent des garanties qui sont quand même habituelles, mais qui, si on reprend l'ensemble des pays dans le monde, sont importantes. Alors, quand on dit 170 000 collaborateurs dans 70 pays, ça veut dire que forcément, on va toucher leur famille, puisqu'on garantit les frais de santé, y compris pour leur famille. Donc, ça fait plus de 500 000 personnes dans le monde. Et puis, on s'aperçoit, avec notamment le programme des services de santé, que ça permet de créer une offre autour de nos usines, hein, puisque finalement, il y a un financement de frais de santé solvable. Et donc, du coup, il faut aussi qu'on crée une offre de santé adaptée autour de nos sites, et quelquefois qui sont éloignés des grands centres. Et donc, on contribue aussi dans certains territoires à ce que l'offre de santé s'améliore et que l'offre de santé soit accessible pour un plus grand nombre de communautés autour de nos sites. Ouais, on voit bien que dans les exemples que vous avez cités, il y a cette notion de territorialité et de localité qui consiste à vraiment avoir un impact concret sur le terrain. Donc c'est très chouette. Il y a un sujet sur lequel je suis très très sensible, qui est l'égalité homme-femme. Et donc ça fait partie des sujets sur lesquels effectivement les assureurs et l'ensemble des personnes peuvent faire bouger les lignes. Et nous avons demandé à Sabine Delalin ce qu'elle faisait sur ce sujet. Notre index égalité homme-femme, il est à 99 sur 100. Donc c'est un très bel index, j'en suis très fière avec ma DRH. Pour autant, je sais que c'est une position difficile à tenir et c'est ça donc mon sujet sur les prochaines années. Pourquoi on en est là ? Moi, j'ai toujours été convaincue qu'il fallait aider les femmes dans leur parcours parce que on a souvent des sujets de confiance en nous, on a des freins au féminin qui nous brident. Pour autant, ce que je peux dire aussi aujourd'hui, c'est que c'est une question de performance et qu'on est tellement différents, mais tellement complémentaires que quand vous mettez que des femmes entre elles ou que des hommes entre eux, ils ne produisent pas la même chose quand on est homme et femme. Donc aujourd'hui, au-delà de l'index, j'ai un codir avec 4 hommes, 4 femmes, et moi je trouve que les débats sont très équilibrés et passionnants. Après, on a des outils, et c'est le rôle de la DRH, et elle a mis en place tout un dispositif, donc c'est pas que du hasard et ma volonté, c'est toute une politique derrière, notamment d'égalité salariale. Donc on voit que c'est effectivement une question de volonté, une question de choix politique, d'agir. Je vous rassure, nous avons eu des tables rondes toute la journée qui étaient avec une femme, donc jamais sans elle. Hélas, comme le faisait remarquer Fabienne, il n'y a pas parité, donc je me tourne vers vous, Fabienne. Et votre réaction par rapport à ça et cet enjeu d'égalité homme-femme qui fait partie des choses à changer? Il y a indéniablement des progrès, hein, et forcément, je suis en mesure de les voir quand même. Mais c'est vrai, quand on voit le temps que ça a mis, hein, tout simplement pour que les entreprises intègrent les femmes qui sont quand même 50% de la population mondiale. Donc quand on voit le temps que ça a mis, hein, pour qu'on pense égalité de traitement, simplement ça, hein, c'est-à-dire que au-delà de les intégrer, c'est pour ça que je dis jamais intégrer mais plutôt inclusion, à l'époque on intégrait forcément avec des différences. Aujourd'hui, je pense qu'il faut raisonner inclusion. Donc moi, peut-être, si je peux passer un message aujourd'hui à tout le monde, c'est que, OK, on fait des progrès sur la diversité homme-femme. Regardez le temps qu'on a mis à les faire. J'espère que pour toutes les autres diversités, nous arriverons à le faire beaucoup plus rapidement et que les enseignements positifs ou négatifs qu'il y a eu sur cette époque de l'intégration des femmes nous aidera à passer à l'inclusion de l'ensemble des diversités et que nos entreprises ressemblent à la société dans laquelle on vit. Merci. Laurent, entrepreneur de la cité, justement, vous avez fait un effort particulier pour les femmes, quand on voit les ratios de... Alors, c'est vrai que le ratio plaide dans ce sens, puisque les femmes, je crois que c'est 29% des créateurs d'entreprises sont des femmes en France, et chez Entrepreneurs de la Cité, elles sont 43%. Après, là, on est sur le sujet vraiment parité homme-femme. On a d'autres questions qui se posent, notamment en matière de diversité. Une question importante, c'est celle de l'accès à l'assurance pour des créateurs d'entreprises, notamment personnes handicapées.
puisqu'avec un partenariat extrêmement important avec l'AGFIP, nous avons aujourd'hui près de 50% des créateurs d'entreprises qui viennent à la fondation, qui sont des personnes souffrant d'un handicap. Ça, c'est extrêmement important. Et puis après, on peut même descendre un peu plus sans aller plus loin parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent en matière de diversité. Mais si on regarde aussi l'impact, on va dire, l'étude sociologique qui est menée sur nos assurés, aux bénéficiaires, on voit aussi que peu ont eu véritablement un accès approfondi à l'éducation, on va dire à l'éducation aux études plutôt, puisque nous avons une grande majorité qui est à un niveau d'études inférieur au bac. Donc, voilà. Et tout ça, ça plaide dans le sens que nous prenons, c'est-à-dire de pouvoir développer, au-delà de l'assurance, des services d'accompagnement pour permettre de faire de la pédagogie, permettre de donner des éclairages suffisants pour mieux conduire après sa propre activité. D'accord. Donc on voit que les champs sont infinis pour agir, et donc il faut adhérents RAM, allez-y. on va passer à la deuxième partie de cette table ronde, et nous allons parler des entreprises à mission. Et nous avons de nouveau demandé à Sabine Delalin son point de vue sur les entreprises à mission, et ensuite nous interrogerons Denis sur ce qui s'est passé. L'entreprise à mission, c'est un vrai sujet, très important. Ça permet de poser le sujet de utilité économique et utilité sociale. Pour autant, quand on est une mutuelle, moi j'aime bien dire, en fait, on a tout d'une entreprise à mission. Donc, en tant que mutuelle, on a la gouvernance démocratique, la lucrativité raisonnable, l'utilité sociale. Donc en fait, notre sujet, c'est de juste oser réaffirmer qui nous sommes. Par contre, si j'étais une ESA, je vous dirais, je poserais la question à mon conseil d'administration au fait, est-ce qu'on y va sur l'entreprise à mission ? Ou en tout cas, si on n'y va pas, qu'est-ce qu'on peut en faire pour s'assurer que notre rôle est compris et qu'on affirme des valeurs et qu'on soit aligné avec. Bien, donc effectivement, l'alignement avec les valeurs, ça tombe bien, nous avons une société anonyme à cette table, d'assurance, qui est donc entreprise à mission. Est-ce que, en quelques mots, Denis, vous pouvez nous partager pourquoi ça s'est fait et qu'est-ce qui a été le driver de la réussite de ce projet ? Alors, l'étincelle, le point de départ, je dirais que c'est la conviction du dirigeant. Donc, en l'occurrence, Olivier Jaillon, qui est notre président. Il y a maintenant 2 ans, donc je vous ai parlé tout à l'heure de notre gamme de produits d'assurance inclusive. Finalement, ça a été peut-être l'étincelle. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à réfléchir à cette trajectoire. Il s'est trouvé que la loi Pacte venait d'être promulguée, d'être sortie en mai 2019. Et donc Olivier a demandé, bien sûr, il est aussi actionnaire, mais il a demandé le soutien de l'ensemble des actionnaires pour accompagner cette démarche que nous avons eue. Donc c'est une démarche volontaire de devenir société à mission. Et puis ça part de cette conviction que l'entreprise de demain, c'est celle qui va savoir allier à la fois robustesse économique, solidité financière, mais aussi engagement social et sociétal. Les nouvelles générations sont en quête de sens et vont jouer ce rôle certainement d'arbitrage entre des sociétés qui ont choisi cette voie de l'engagement et puis d'autres sociétés qui s'en sont pas rapprochées. Ce qu'on voit, c'est que donc nous, on fait partie de la communauté des entreprises à mission, qui est un lieu d'échange que je trouve assez formidable, surtout quand on est sur un territoire nouveau. La société à mission, c'est une innovation vraiment très récente. Et donc, le constat qui est fait, c'est que 95% des sociétés qui ont choisi de devenir société à mission l'ont fait à l'impulsion du dirigeant. Donc, voilà, donc on n'échappe pas à cette règle, mais au contraire, moi, je trouve que la plus grande chance de succès dans ce type de démarche, c'est justement cette conviction du dirigeant. Et depuis 2 ans que j'aide dans ce travail de nous constituer société à mission, la conviction d'Olivier n'a jamais été démentie et je trouve ça un renfort dans notre déploiement qui est absolument essentiel. Deuxième chose, c'est que devenir société à mission, c'est pas juste le travail de quelques experts, c'est un travail avant tout collectif. L'idée, c'est d'embarquer l'ensemble de l'entreprise, donc des collaborateurs, déjà dans une phase de réflexion, quelle est notre raison d'être, donc notre vision à long terme, et ensuite, quels sont les engagements, les objectifs que l'on souhaite prendre pour avoir cet impact, cette transformation à destination de notre écosystème. Donc, c'est une transformation en interne, mais aussi une transformation
vers nos parties prenantes externes, donc vers nos clients, nos distributeurs. Donc ce travail collaboratif nous a amené effectivement à définir une raison d'être et puis à définir des engagements qu'on a intégrés dans nos statuts, puisque nous sommes devenus société à mission en mars. Et puis ensuite, nous avons décliné ces engagements statutaires en objectifs opérationnels que les collaborateurs s'approprient pour que le dispositif soit vraiment pertinent et impactant. Et peut-être que ensuite, le chemin le plus difficile qu'on a initié, c'est ensuite d'embarquer l'ensemble de nos partenaires, de nos distributeurs. C'est pas juste quelque chose d'autocentré, c'est quelque chose qui vise à s'implémenter, à se mettre en œuvre avec nos partenaires. Justement, vous évoquiez, lorsqu'on préparait, un axe que vous avez sur les partenaires, qui est la répartition de valeur, parce que c'est quand même un des grands sujets de la répartition, du développement durable au sens large, en fait. C'est comment je répartis la valeur que je crée. Alors, et vous avez fait un choix assez... On a fait pas mal de choix. Mais, oui. Donc, on a défini, alors j'y viens, donc, mais effectivement, on a parlé de répartition de valeur parce que c'était un engagement, c'est vrai, assez fort. Donc, on a défini 9 engagements. On les a séparés en 2 catégories. Une première catégorie qui est une série d'engagements business à destination de nos distributeurs et des assurés finaux. Et puis, une série d'engagements plus nous, en tant que corps social, en tant qu'entreprise, quelles actions de transformation nous paraissent les plus importantes. Donc, dans la partie business, on en vient à ce sujet de répartition de valeur qu'on avait déjà évoqué avec l'assurance inclusive, avec la micro-assurance. Donc, l'objectif, c'est de faire en sorte que on ne dépasse pas certaines limites. C'est-à-dire que quand on discute avec nos partenaires de la mise en œuvre d'un programme d'assurance, se pose la question de la rétribution des uns et des autres, donc des commissions. Et donc, on a fixé des seuils à ne pas dépasser et qui font que quand un partenaire vient nous voir avec un programme ou quand on discute avec lui d'un programme et que ce seuil de commission, de taux de commission dépasse notre limite, on est amené à refuser des deals. Donc, c'est une forme de renoncement. Et je pense qu'être société à mission, c'est aussi avoir, dans certaines de nos actions, dans certains de nos engagements, cette forme de renoncement. D'accord, donc c'est vraiment des choix à assumer. Et ça nous est arrivé de refuser des business pour cette raison de taux de commission. Ça, c'est une vraie conformité avec les valeurs et l'alignement avec les valeurs dont parlait Sabine. Fabienne, entreprise à mission, quand je vous dis ça, pour un groupe de 167 000 personnes dans 70 pays, qu'est-ce que vous en pensez ? Le débat aujourd'hui, d'abord, il est très français, puisque c'est le statut juridique de l'entreprise à mission dont on parle là. Mais moi, je trouve que c'est un peu dommage de réduire le débat à un statut juridique. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on ne choisit pas ce statut juridique d'entreprise à mission qu'on n'est pas une entreprise engagée. Et c'est là où c'est important, où les mots sont importants. Oui, nous avons une raison d'être. Oui, nous avons des engagements. Oui, nous tenons compte de l'ensemble des enjeux sociaux, et environnementaux et sociétaux. Oui, nous tenons compte de l'avis de nos parties prenantes. Nous publions le détail de la répartition de la création de valeur qu'on essaie de faire quantitative, financière et extra-financière. Donc, on a tout cet ensemble et on a une raison d'être et nous avons des tierces parties. On a tous ces éléments, tous ces outils qui permettent de communiquer auprès de nos parties prenantes autour de notre engagement et de notre impact qu'on souhaite et notre contribution qu'on souhaite le plus positive possible sur un monde plus durable demain. Donc après, c'est est-ce que aujourd'hui le débat en France, puisque c'est seulement les entreprises à mission sont les entreprises engagées et les autres entreprises ne sont pas engagées, je ne le crois pas. C'est-à-dire que je crois qu'il y a un choix d'entreprise qui est un choix juridique, qui est un choix légal, et que d'autres entreprises, et nous, on est, pour le coup, on a une réglementation, notamment européenne, sur tous ces sujets-là, qui est aussi extrêmement développée. Donc, on peut être engagé, c'est un peu le débat que j'entends en France et qui, quelquefois, m'énerve un peu, autour de seules les entreprises à mission, finalement, font bien. Et si vous n'êtes pas entreprise à mission, vous ne faites pas bien. Je crois que le débat, il ne se pose pas là. Le débat, il se pose comment est-ce qu'on engage les entreprises, du coup, j'intègre le Global Compact, qui est un très bon outil pour ça. Comment on engage les entreprises à intégrer les parties prenantes dans leurs décisions et à s'assurer de prendre dans leurs décisions et dans leurs actions
que ça réalise des contributions positives pour un monde meilleur demain, plus durable, plus responsable, plus juste. Et c'est ça qui est important. D'accord. Après, le statut juridique, c'est aussi un choix d'entreprise et un choix de business model. Bien sûr. Et puis moi, j'ai un tout petit regret aussi sur le choix du vocabulaire. Entreprise à mission, c'est vrai que je trouve que c'est un vocabulaire, et ça, il faudra en parler aux législateurs pour le coup, c'est un vocabulaire qui est très proche de l'économie sociale et solidaire, qui a son rôle, qui a son utilité, qui a aussi ses contraintes, et notamment dans la répartition de la création de valeur, des contraintes financières plus fortes que celles que nous nous mettons à nous-mêmes. Donc, je crois qu'il faut... soyons tous engagés, choisissons les modalités d'être engagés, soyons transparents le plus possible, dialoguons avec nos parties prenantes, et comme ça, nous contribuerons tous. Voilà. Merci Fabienne. Denis, on sait que c'est venu d'un travail de fond et collaboratif. Un commentaire sur ça, sur ce sujet? Très rapidement, est-ce qu'en qualité d'assureur protection juridique, je peux me permettre d'essayer de rapprocher les deux parties? Très bien. Je suis sensible aux propos de Denis, parce que dans notre monde de l'assurance, on a besoin aujourd'hui d'envoyer des signaux forts au public. Ah oui. Et c'est un signal très fort que les entreprises s'engagent, et jusqu'à transformer leur statut et s'adapter, et surtout que ça irrigue toutes les parties prenantes. D'ailleurs, les clients, ça rend lisible la démarche auprès des clients, ça attire les nouveaux talents aussi dans l'entreprise, et ça rend fiers les collaborateurs. Et puis en même temps, si vous me permettez, Fabienne, je suis tout à fait d'accord avec le propos. Donc c'est pas du tout de propos inconciliables, de propos complémentaires, parce que pour moi, j'ai l'habitude de dire, une entreprise, c'est pas une entreprise qui a une âme, ce sont les femmes et les hommes qui la composent. Et à l'intérieur d'une entreprise, avec le niveau de compréhension de ce qu'on ou bien le choix qui est fait à un moment donné de son parcours, on peut être dans les deux premiers étages, de la fusée du pacte, de la loi Pacte, pas forcément être entreprise à mission, et cultiver son propre jardin RSE. Et d'ailleurs, pour juste terminer ce propos, on voit qu'à travers la Fondation, c'était déjà ça quelque part, il y a plus de 10 ans, où on avait besoin concrètement, de façon lisible, de pouvoir impliquer aussi des collaborateurs dans une action qui consiste à agir pour le bien commun. Voilà, c'est ça. D'accord, donc Oui, c'est je vraiment pense un choix. qu'il ne s'agit surtout pas d'opposer les engagements. Voilà, D'accord. on pense que ce cadre, ce que le législateur a mis en œuvre avec la loi Pacte, c'est une forme d'innovation sociale. Pour autant, il y a différentes façons d'acter ces engagements, et il n'y a pas qu'une seule forme. Voilà. Super. C'est vrai que c'est plus facile peut-être dans un cadre français que dans un cadre international, parce que notamment le comité qui vient soutenir l'ensemble de ces objectifs, ce comité, nous, compte tenu du nombre de nos parties prenantes, ça démultiplie, donc entre nos fournisseurs, les États, les territoires et nos collaborateurs, l'ensemble de nos parties prenantes, c'est vrai que c'est difficile pour nous de constituer un comité qui soit représentatif de nos parties prenantes pour avoir une action. Donc on est obligé de sortir d'un comité unique et de trouver d'autres modalités pour faire vivre nos parties prenantes à l'intérieur de la RSE du groupe. Merci pour ça prouve que le sujet d'entreprise à mission, d'engagement, pourrait faire l'objet d'une après-midi de travail à lui tout seul ou à elle toute seule. On va terminer rapidement, parce que le temps passe, parce que les débats sont très intéressants, sur le sujet de la mesure de l'impact et la mesure de l'impact. Et on va d'abord écouter Sabine Delalin sur ce qu'elle a à dire sur l'impact et la mesure de l'impact. À la Mutuelle, la RSE, c'est quelque chose effectivement auquel nous sommes très attentifs. Mesurer l'impact de la RSE aujourd'hui, c'est compliqué pour tout le monde, et donc pour nous aussi. À part sur la partie pure environnement, il y a des choses, il y a des indicateurs, etc. Sur l'économique et le social, c'est beaucoup plus compliqué. Donc nous, on s'est créé en fait notre programme qu'on a appelé Inspire, pour embarquer nos 200 collaborateurs, avec 7 enjeux pour capter nos progrès à faire sur la RSE. Et le dernier petit nez, en fait, si je puis dire, c'est on vient de créer une direction de l'engagement qui regroupe la RSE, la solidarité, pour faire en sorte que du coup on mette ce sujet de l'impact de notre politique RSE
au plus haut niveau de l'entreprise, c'est-à-dire au comité de direction. Et chaque année, on va aller voir le conseil d'administration pour leur rendre compte. C'est notre seul garde-fou, on va dire, de notre politique. Effectivement, peut-être Laurent, sur cette question de la mesure de l'impact. Elle est indispensable, effectivement. Peut-être on doit aller très vite. Donc je vais retenir véritablement un résultat de la dernière étude d'impact social, c'est que 71%, c'est-à-dire 2 micro-assurés sur 3, nous disent que sans la que la micro-assurance leur contribue à l'amélioration et à la performance de leur entreprise, parce que ça allège les charges fixes et puis parce que ça rassure les clients. Voilà. D'accord. Après, juste un petit peu résumé, évidemment, on veille à vérifier la vulnérabilité. Parce que je ne l'ai pas dit, nos micro-assurés ne sont conservés, entre guillemets, que pendant 4 ans. Ensuite, ils reviennent dans le marché donc classique, on va dire, de l'assurance. On veille aussi à la résistance en cas de sinistre. Donc, c'est le taux de survie qui est environ de 91%. Et puis, on mesure le taux de création d'emplois, qui est aujourd'hui de 1,1, qui n'est peut-être pas énorme, mais quand même, qui vient après la création d'ailleurs de son propre emploi. Voilà, puis bien d'autres indicateurs. Mais... Merci. Denis, on terminera par Fabienne. Denis, sur le reporting, le suivi dans le cadre d'entreprise à mission, est-ce que c'est lourd, est-ce que c'est compliqué de mesurer tout ça ? Alors, je dirais pas que c'est lourd. Enfin, c'est une tâche essentielle, je pense, quand on fait de l'impact, c'est de pouvoir en mesurer les effets. Donc, le fait d'être société à mission nous engage aussi à cela. Donc, il y a un comité de mission qui a été créé et qui va piloter et alerter si c'est nécessaire l'atteinte des objectifs. Donc, nous, en tant que tels, on a construit des indicateurs de mesure de nos engagements. On pense que c'est un élément essentiel. Finalement, être société à mission, ça se pilote comme un projet avec le même professionnalisme que n'importe quel autre projet. C'est pas parce qu'on est dans l'impact social ou sociétal qu'on doit s'affranchir d'une mesure d'impact. Et ensuite, ce qui rend le dispositif, je trouve, très crédible, c'est ensuite d'embarquer l'ensemble de nos collaborateurs dans le dispositif. D'accord. C'est-à-dire que ce ne sont pas des objectifs qui sont l'apanage de quelques-uns. On a fait en sorte que l'ensemble des engagements soient portés par les collaborateurs de l'entreprise. Donc, ils sont intégrés dans les objectifs individuels des collaborateurs. Super, merci. Fabienne, un peu de la Global même façon. Compact aussi, et sur le Global Compact et sur les Nous avons ODD. des indicateurs de performance et des objectifs. Après, moi, ce que je peux tous vous conseiller d'utiliser pour les mesures d'impact, c'est évidemment les objectifs de développement durable des Nations Unies. C'est une vraie grammaire commune qui vous permet de mesurer vos impacts et pas seulement votre performance individuelle, mais les impacts avec vos parties prenantes. Et puis, comme c'est une grammaire commune, elle se marie avec les grammaires et les vocabulaires de vos parties prenantes. Et donc, ça vous permet de démultiplier les impacts avec eux et de voir comment, effectivement, tous ensemble, on peut faire changer le monde. Merci beaucoup. Je précise qu'on n'a pas eu le temps de voir une vidéo qui nous avons interrogé les Français, on leur a demandé Global Compact et Objectif de développement durable et personne ne connaît. Voilà, je suis désolé, mais il va falloir faire un travail, mais il faudra peut-être en parler. C'est un sujet dont on discute beaucoup avec André Dronodin. Voilà, c'est ça, avec le président. Donc nous portons les objectifs pour essayer de leur donner un peu plus. Enfin, on essaie effectivement de donner plus de visibilité. Mais c'est vrai que les objectifs développement durable des Nations Unies, ils ont été lancés par l'ONU au moment de la COP21, donc juste avant. Et les Français étaient très mobilisés sur d'autres sujets, que ce soit la COP21 ou la période extrêmement difficile des attentats que nous avons dû subir. Donc c'est vrai que la France, par rapport au monde, est peut-être en déficit de notoriété sur les objectifs de développement durable. Merci. Et découvrez-les, utilisez-les. Parfait, merci beaucoup Fabien. Nous arrivons à la conclusion de cette table ronde, comme je l'ai fait pour les autres tables rondes. En quelques mots, puisqu'on est vraiment dans 3 minutes de dépassement, le développement durable est-il consubstantiel à l'assurance ? Moi, je pense que chacun peut contribuer au développement durable, chacun doit contribuer au développement durable, que toutes les entreprises peuvent le faire, assureurs et non-assureurs, et qu'en tout cas, c'est un chemin, rien n'est parfait, mais nous devons avancer tous ensemble pour justement créer ce monde plus juste, plus durable et plus responsable demain. Merci.
Denis? Je pense que le rôle d'un assureur, c'est d'accompagner les évolutions de la société, ces mutations, et donc de trouver des solutions à ces mutations. Moi, je prendrai un exemple. Quand on a vu apparaître les trottinettes dans les rues des grandes villes, il n'y avait pas d'assurance disponible. Et donc, les assureurs, nous aussi, on s'est mobilisés pour trouver des solutions et faire en sorte que les gens qui circulent soient protégés, à la fois en responsabilité civile, mais aussi en individuel accident. Et c'est ça notre rôle, c'est d'être une ligne de défense complémentaire par rapport aux lignes de défense réglementaires. D'accord, merci. Laurent? Oui, je partage évidemment cet avis que le développement durable est consubstantiel à l'assurance. D'ailleurs, on l'a déjà dit tout à l'heure et dans d'autres tables rondes, anticiper, prévenir, guérir, tout ça porte en germe donc tous les ingrédients en fait d'un développement durable. Après, on peut chacun aussi, et on fait, et on doit avoir ce supplément d'âme dans nos entreprises qui permettent d'ailleurs de mobiliser tous les collaborateurs autour de sujets de société, de sujets sociétaux. On en a un tout à côté de nous, à nos pieds ou à nos mains, on va dire, ou sur nos claviers. C'est rendre l'assurance encore plus accessible, et notamment à ceux qui ont peut-être plus de difficultés à rentrer, on va dire, dans les programmes traditionnels d'assurance. Donc je terminerai en plaidant, en fait, pour, je ne sais pas ma paroisse, pour la paroisse ou par en tout cas, pour le projet qui tient, enfin, que j'ai à cœur, évidemment, mais qui fédère déjà un certain nombre d'assureurs. Et pour avoir échangé tout à l'heure, avant cette table ronde, avec d'autres assureurs qui étaient présents, ça doit être effectivement un projet qui fait sens pour toute la communauté des assureurs et pas du tout un projet pour uniquement quelques-uns. Donc voilà, vous êtes les bienvenus pour rejoindre la fondation. Je m'adresse évidemment aux adhérents de Roam. Bien sûr. Voilà. Donc le message est envoyé. Merci, Jérôme. Vous parliez de paroisse. Je rappelle que le mot consubstantiel vient de la même substance, oui. Et donc c'est un terme qui est un terme de théologie. Et donc effectivement, ça tombait bien de conclure là-dessus. Donc nous terminons avec cette table ronde l'après-midi de travail de Rendez-vous de Roam. Donc merci à vous trois pour cette table ronde passionnante. Nous avons donc eu une table ronde sur le développement durable et l'assurance, de quoi parle-t-on, une table ronde sur quel sens donner à l'action économique, et cette table ronde sur l'impact social et sociétal, et les assureurs peuvent changer la société. Merci de votre attention. Je vais maintenant passer la parole à André Renaudin, donc le président de Roam, qui va faire la conclusion de cet après-midi de travail. Donc je vous remercie à tous. Merci. À très bientôt. Merci beaucoup, Jérôme. Eh bien, mesdames, messieurs, chers amis, nos rendez-vous 2021 touchent à leur fin. Il est temps de conclure. Je tiens une nouvelle fois à remercier tous les intervenants, participants, tous ceux qui ont contribué à construire ce programme des rendez-vous 2021. Ils ont été particulièrement riches. Les expertises, lorsqu'elles sont confrontées les unes aux autres, nous permettent d'une part de faire un état des lieux de ce qui existe entre le développement durable et l'assurance, et aussi, et c'est bien l'essentiel, d'imaginer comment inscrire notre action dans la pérennité de ce monde, de notre monde en perpétuelle évolution. J'ai écouté attentivement toutes les interventions des trois tables rondes. Nous partageons le même constat, je le vois, l'assurance repose sur la confiance. Elle doit faire une place toujours plus importante aux exigences imposées par le développement durable. Il n'y a pas d'assurance sans développement, il n'y a pas d'assurance durable sans développement durable, j'allais dire, et réciproquement. L'univers des risques est particulièrement vaste. Protection sociale, pollution, changement climatique sont autant d'enjeux liés à celui-ci et qui concernent directement notre secteur. Sur tous ces sujets, nous avons un rôle à jouer pour garantir un environnement vivable et durable aux générations futures. Ils doivent être regardés comme de nouvelles opportunités grâce auxquelles nous pourrons, à notre niveau, changer la société, pour reprendre le titre de l'une de nos tables rondes. Oui, l'assurance doit poursuivre ses engagements en faveur du développement durable. Nos offres comme nos stratégies doivent pleinement intégrer les enjeux environnementaux. Mais cette histoire nous oblige à être ambitieux et je sais que nous serons au rendez-vous de ce très grand défi de notre 21e siècle qui commence. Je vous remercie de votre attention, je vous recommande d'être toujours très prudent et je vous donne rendez-vous à nos prochains rendez-vous tout simplement.